Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Fais les valises, on rentre à Paris. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. C'est la réforme, oui, la chienlit, non. Je dynamite. Notre route est droite, mais la pente est forte. Je disperse. Je ventile. Je vous demande de vous arrêter. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec. Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque. Vous l'avez compris, c'est du sérieux. Win, the yes needs the no to win. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, Je vous demande de vous arrêter. Bonne nuit, les petits. Faites de beaux rêves. Au revoir. Bonsoir à tous, en ce dimanche 17 novembre, il est 18h passé de quelques minutes, c'est l'heure de l'hebdo politique, tout de suite le sommaire de ce 7e numéro. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Et ce dimanche soir, je reçois Philippe Briot, maire UMP de la commune du Chêne. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Vous êtes né le 4 décembre 1951 à Versailles, vous avez grandi dans la ville dont vous êtes le maire aujourd'hui, le Chêne. Toute votre scolarité s'est faite elle aussi dans les Yvelines. Ensuite, vous avez fait une faculté de médecine, vous avez même obtenu un doctorat. Petite curiosité, l'objet de votre thèse, quel était-il ? Les urgences. Vous avez entamé ensuite, après votre thèse, au début des années 80, une vie d'urgentiste et de médecin généraliste. C'est en 1983 que vous sautez le pas, vous devenez conseiller municipal du Chêne, puis maire en 1989. Vous briguez en mars prochain un dernier mandat, si je ne me trompe pas. Si vous êtes élu aux prochaines élections municipales en 2020, vous aurez passé 31 ans à la tête de votre mairie. Vladimir Poutine n'a qu'à bien se tenir, évidemment, je vous taquine. Vous êtes également conseiller général des Yvelines, toujours très investi dans le monde de la médecine, mais aussi dans celui du traitement des ordures ménagères. Enfin, plus amusant, vous faites partie d'une association de passionnés de véhicules anciens que vous avez vous-même créée, la Jante Chenésienne. Y a-t-il une erreur dans cette biographie ? Mais c'est très bien. Il y a eu beaucoup de choses que vous n'avez pas citées, mais on a l'émission pour le dire. Avec vous, nous aborderons le mariage pour tous dont vous êtes un fervent opposant et l'intégration de votre ville dans l'intercommunalité de Versailles-Grand Parc. L'hebdo politique, le Money Time. Mais d'abord, on débute cette émission comme chaque dimanche par le Money Time. Le Money Time, c'est une série de questions-réponses rapides, monsieur le maire. Le but, c'est d'apprendre à vous connaître, tant sur le plan politique que sur le plan personnel. On va aussi un peu tester vos connaissances. Est-ce que vous êtes prêts ? Attention, il n'y a pas de piège, hein. Vous allez voir. Tout est simple. Vous êtes prêts ? Je me laisse faire. Alors, au second tour de l'élection présidentielle l'an passé, dans votre commune, Nicolas Sarkozy a rassemblé plus de 70% des voix. Autant dire, est-ce que c'est déjà gagné pour les élections municipales ? Vous vous présentez sous l'étiquette UMP, est-ce que c'est déjà gagné ? Une élection n'est jamais gagnée. En fait, c'est souvent la veille qu'on peut la perdre, donc la nécessité d'être en campagne tous les jours, pendant tout son mandat et jusqu'à la dernière minute. Voilà. Pour les élections municipales, vous vous présentez donc sous l'étiquette UMP. Est-ce que Non, cette fois-ci non, c'est non, sûr non, à 100% ? Non, vous présentez J'ai pas. toujours présenté une liste municipale apolitique dans laquelle chacun a la capacité de faire valoir une étiquette ou pas d'étiquette, mais c'est une liste apolitique qui peut recevoir des investitures, puisque j'ai eu l'investiture effectivement de l'UMP, et je la prends comme telle, et je n'ai aucune raison d'en avoir honte, loin s'en faut, mais ce n'est pas une liste UMP. Et vous, personnellement, vous êtes plus aujourd'hui l'UMP, l'UDI, le MoDem, à droite ? C'est pas facile de répondre à cette question. Moi, je me sens avant tout effectivement français, avec un certain nombre d'intérêts un peu chez les uns et chez les autres, parce que vous auriez très bien pu dire aussi à gauche. Moi, j'ai des idées sociales aussi que je pourrais partager avec la gauche. Je crois qu'en fait, on est dans une pleine recomposition. Voilà. Donc vous êtes un maire sans étiquette, on peut le résumer comme ça. Non, si, j'ai été, au mois de juillet, j'ai été réadoubé UMP, après 7 ans d'exil. L'âge de guerre est enterré avec l'UMP ? Non, il y a toujours la poignée qui est sortie, mais je crois que c'est ça. Apparemment, l'UMP est décidé à permettre aux gens qui disent ce qu'ils pensent d'exister à nouveau à l'UMP. Donc, ça me laisse un espoir pour que l'UMP redémarre. Alors, une question d'un autre genre. Savez-vous qui sont Vincent Autain et Bruno Boileau ? Je vais être franc, non. Eh bien, ce sont les premiers mariés homosexuels de France. Ils se sont dit oui le 29 mai dernier à la mairie de Montpellier. Alors, au Chêne, vous avez une chaîne de télé, c'est Chêne TV. Vous avez confié la présentation de votre magazine mensuel à Jean-Paul Rouland. Oui. Alors, les plus anciens le connaissent bien. C'est un homme de radio, de télévision et écrivain. Pourquoi, lui ? Eh bien, pour montrer, parce qu'il présente avec un jeune, que les juniors et les seniors
doivent être ensemble pour vivre et s'accompagner, les uns apportant aux autres. Jean-Paul Roulon a plus de 80 ans, Teddy en a à peine une trentaine, et ça marche bien. D'après un récent sondage, 73% des Français ont une mauvaise opinion du patron de l'UMP, aujourd'hui Jean-François Copé. C'est justifié selon vous ou c'est uniquement un délit de sale gueule ? Ah, dis donc, c'est dur, hein, la question d'emblée, ça attaque fort. Hein. Écoutez, c'est lui le responsable aujourd'hui, donc nous l'écoutons. C'est pas facile d'animer un mouvement comme l'UMP. Il a du courage. Est-ce que c'est aujourd'hui un bon président, pas un bon président ? Pour l'instant, il a mené le bateau à peu près. Donc moi, j'aurais tendance à dire qu'il se débrouille bien pour l'instant en tant que président de l'UMP. Quelle est aujourd'hui en France la première cause de mortalité chez les femmes et la deuxième chez les hommes juste après le cancer ? Juste après le cancer, eh bien, c'est les phénomènes cardiovasculaires. Exactement. Hein, avec 400 morts par jour. Je le disais en vous présentant... Le tabac, contraception et stress pour la femme. Exactement, merci pour les précisions. Je le disais en vous présentant, vous êtes médecin généraliste de profession. Alors j'imagine que vous regardez plus ou moins les séries TV qui sont en rapport avec le monde de la médecine. Laquelle préférez-vous ? Dr House, Nip Tuck ou Urgence, plus classique ? Aucune, parce que je regarde aucune des trois. De temps en temps, mes enfants me demandent d'en voir une pour me demander mon avis. Voilà, non, franchement, je trouve ça très sympa pour les gens de voir ce que c'est. Mais non, j'ai plutôt envie de me détendre, donc je regarde ce qui va bien. Voilà. L'hebdo politique sur Sensation. Premier thème de cet hebdo politique, le mariage pour tous. Le mariage pour tous dont on n'entendait plus trop parler depuis sa promulgation il y a 6 mois. Mais une décision du Conseil constitutionnel le mois dernier l'a replacé dans le débat politique. Saisi par un collectif de maires dont vous faisiez partie, le Conseil a décidé de ne pas autoriser le principe de droit de conscience pour les maires qui ne veulent pas célébrer des unions homosexuelles. Alors en clair, les maires ou les adjoints sont obligés d'appliquer la loi et donc de célébrer les unions entre personnes de même sexe. Vous, personnellement, vous vous êtes beaucoup engagé contre le mariage pour tous et pour le droit de conscience. Pourquoi ? Pour les enfants, uniquement pour les enfants, c'est que je considère que l'union de deux personnes du même sexe, moi en soi-même au niveau sociétal, est tout à fait légitime, mais pas sur le mariage. Le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme pour faire des enfants. Donc pour moi, mon engagement, c'est surtout par rapport à la procréation. La procréation, c'est la rencontre non pas d'abord d'un ovule et d'un spermatozoïde, mais c'est la rencontre d'une femme et d'un homme pour faire un enfant. Voilà, donc je suis attaché à cette valeur naturelle qui, semble-t-il, est une notion conservatrice et un peu ancestrale. Non, il me paraît naturel. Du coup, 2 hommes ou 2 femmes qui se tiennent par la main ou qui s'embrassent dans la rue, c'est leur vie, ça. Devant les enfants, ça vous choque pas ? Ça me choque pas, ça m'interpelle. Me dire que ça m'interpelle, oui, ça m'interpelle, mais c'est leur liberté. Moi, je suis pour la liberté de chacun, à partir du moment où ils ne dérangent pas les autres. Mais franchement, 6 mois après, le combat n'est pas un peu perdu. Vous feriez pas mieux d'abandonner, de vous dire, ben voilà, la loi est passée, le gouvernement a été élu, on le savait avant. Donc, oui, mais la loi, en fait, il y a un deuxième étage à la fusée, c'est la PMA et la GPA. À partir du moment où vous donnez la possibilité à 2 personnes du même sexe d'avoir des enfants, il n'y a que l'adoption aujourd'hui. L'adoption. Ensuite, si on veut dépasser l'adoption, c'est d'utiliser les moyens artificiels, naturels, pour avoir de la procréation médicalement assistée. Et c'est là où les choses ne vont pas. Et je peux vous dire qu'en tant que médecin et en tant que mère, où nous sommes confrontés tous les jours à des problèmes d'enfants et de famille, on aurait tendance à dire, essayons déjà de régler tous les problèmes chez les hétérosexuels, et ça aiderait bien. Combien d'enfants sont en difficulté ? Combien de parents monoparentales sont en difficulté ? Voilà, donc c'est par rapport à toutes ces problématiques que j'ai tendance à dire, est-ce qu'il faut qu'on se complique la vie ? Est-ce que l'adulte a un droit à l'enfant ? Ou est-ce que l'enfant a droit de vivre avec un père et une mère ? Voilà les questions que nous avons posées, pour lesquelles nous n'avons pas eu de réponse, puisque sur le Conseil économique et social, il reste encore le recours que nous avons fait sur le rejet de la pétition, qui va être débattu au tribunal administratif de Paris bientôt. Et selon vous, si en 2017, la droite revient au pouvoir, elle doit défaire cette loi ? Ou alors c'est entériné ? Je pense qu'en 2017, il y aura une nouvelle majorité. Sera-t-elle de droite, sera-t-elle en composition ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on reviendra sur ces textes ? Oui, on reviendra probablement sur ces textes. Est-ce qu'on démarrera les gens ? Non. Est-ce qu'on va réfléchir à une union civile différente ? Pourquoi pas ? D'ailleurs, à propos, dans votre ville, si je ne me trompe pas, il y a eu une seule union en 6 mois que vous n'avez pas célébrée. C'était un de vos conseillers. Alors, 2 femmes. Est-ce que vous le ferez jamais dans votre ville ? Ou alors, je n'en ferai jamais.
D'accord. Je n'en ferai jamais parce que le Conseil constitutionnel l'a rappelé comme le gouvernement, le maire est responsable de l'organisation des mariages dans sa ville, mais il peut très bien déléguer ou un adjoint peut faire le mariage avec lui. D'ailleurs, dans le Conseil constitutionnel a rappelé au paragraphe 5 que le maire pouvait s'organiser. Donc à partir du moment où on peut s'organiser, la liberté de conscience s'exécute. Quelle suite vous comptez donner aujourd'hui à ce combat 6 mois après, c'est Oh quoi? bah, le combat pour le mariage, pour le mariage de deux personnes du même sexe, pour l'instant, c'est plié, c'est fini. Maintenant, C'est quoi la suite? la suite, eh bien, c'est de pouvoir attendre la loi sur la famille et d'être extrêmement vigilant sur la notion de la procréation. Voilà mon vrai combat, c'est cela. Moi, deux personnes du même sexe, comme je vous l'ai dit, on m'a mis sur le mur des homophobes. Ça m'a fait de la peine parce que s'il y en a un qui vit aussi bien avec des hétéros qu'avec des homos, c'est bien moi. Et j'en ai soigné ô combien et discrètement et qui m'appréciait, je pense, tout à fait. Donc, je ne suis pas du tout homophobe. Alors, un thème qui va peut-être agiter l'élection municipale au Chesnay, c'est la construction du premier temple mormon en France, dans votre ville, sur un terrain d'un peu près de 10 000 m². Oui. Pourquoi avoir décidé d'accueillir ce premier temple dédié à la religion mormone? Parce que j'ai pas le choix. Vous n'avez pas eu le choix, Ben non, c'est-à-dire? c'est un terrain privé. Quelqu'un achète un terrain privé. Si on veut pas qu'il l'achète, la ville doit le préempter. Préempter 10 millions d'euros il y a 1 an et demi, ben heureusement que je ne l'ai pas fait parce que les finances de la commune, dans quel état elles seraient. Donc, il faut préempter. On n'a pas préempté. Si on n'a pas préempté, la personne peut construire ce qu'elle veut. Et donc, la construction s'est faite sur un terrain privé, par un privé. Et si je rejette un permis de construire conforme à l'urbanisme de la ville, eh bien, le tribunal administratif peut très bien interdire mon arrêté. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai eu le cas. Voilà, je suis obligé de donner un permis conforme à un PLU. Et si je ne veux pas qu'un terrain soit vendu, je le préempte. Il y avait que ce temple mormon qui se présentait pour ce Ben oui, terrain-là? parce que vu le prix, c'était une foncière qui était propriétaire du terrain, qui le vendait quand même, je crois, près de pas loin de 12 millions d'euros. Et à ce prix-là, il fallait démolir l'immeuble qui avait de l'amiante. Le coût de la démolition, reconstruction, ça laissait la possibilité de construire plus de 17 000 m² de bâtiments à un endroit où il n'y avait peut-être pas forcément besoin de cette densité. Et du coup, quand les Mormons se sont présentés face à vous, vous vous êtes dit quoi? Oui, tout de suite? Alors, vous avez Non. étudié un peu parce que Non, je me suis dit... on ne connaît zut, pas forcément en France je me encore. suis dit autre chose, mais je me suis dit, mince, j'avais pas besoin de ça sur le truc. Donc, il faut apprendre à gérer ce dossier. On a été... c'est un dossier qui a duré 3-4 ans. Hein. Vous avez dit, non, vous n'aviez pas besoin de ça, ça veut dire quoi? Vous aviez d'autres On n'avait pas problèmes? besoin d'un dossier comme ça, soyons clairs. Sur un terrain aussi important, avec des gens qui ont de l'argent, qu'est-ce qui pouvait... Le Qatar pouvait aussi acheter le terrain pour faire une mosquée. Hein. Vous l'auriez laissé faire de la même Mais façon? qu'est-ce que je pouvais faire plus? Ça voudrait dire que si c'est une mosquée, je dis non. Si c'est les Mormons, je dis oui. Non, nous avons aujourd'hui une France où l'expression de liberté peut se faire. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons effectivement les Mormons qui ont acheté sur lequel nous n'avons rien pu faire. Et si d'autres entités qui me contestent voulaient l'acheter, pourquoi ne l'ont-ils pas acheté? Donc, on l'a compris, le temple mormon va voir le jour. Qu'est-ce que ça va apporter à votre commune, hormis l'argent de départ? Je pense rien de plus, rien de moins. Aujourd'hui, on avait l'EDF qui nous rapportait pas grand-chose. On a les Mormons qui nous rapportent peut-être pas, surtout peut-être des touristes. Alors on va peut-être faire... alors le seul problème, c'est que l'avenue qui dessert le temple est sur Versailles. Donc en fait, c'est plus le temple du Chesnay, ça devient le temple de l'intercommunalité de Versailles-Grand Parc. D'accord. Et quand est-ce qu'on va voir, quand est-ce que ce temple va-t-il voir le jour? Alors là, on est dans le Exactement. trou. Là, on est au fin fond de l'enfer, du trou. Et donc, normalement, nous devons monter vers le paradis. On devrait être à R0 en mars ou avril prochain. Voilà. Donc, avril, on devrait être underground. Je vous propose d'écouter maintenant le candidat investi par le Parti socialiste, Nicolas Bronard, dans votre ville. Il parle de vous et de votre politique. Écoutez. L'une des premières récriminations porte effectivement sur son mode de gouvernance. Et je l'évoquais à l'instant pour ce qui concerne le mode de gestion, la logique de dialogue de gestion, notamment vis-à-vis de l'opposition, et je parle bien de toutes les oppositions, la nôtre, donc celle représentée par les forces de gauche, mais également ces listes d'opposition de droite, ne correspondent pas à notre sens aux enjeux et aux impératifs actuels, notamment en termes de démocratie locale. Et au-delà des logiques d'opposition, je renvoie à la question de la démocratie participative et notamment la capacité d'associer la population aux différentes décisions et processus décisionnels qui sont adoptés. Mais au-delà, on peut également s'interroger sur la vision stratégique qui est portée par M. Briot, encore une fois, depuis plus d'un quart de siècle,
En cela, je reprends les termes de M. Brio concernant sa gestion dite en bon père de famille, qui effectivement est certes rigoureuse d'un point de vue des recettes budgétaires allouées à la commune, mais qui, à notre sens, opère totalement la vision stratégique, c'est-à-dire la capacité à projeter, à imaginer un projet de ville qui soit cohérent, des logements notamment, l'équilibre également entre les logements sociaux et les autres types de logements. Et là, encore une fois, le compte n'y est pas à notre sens, puisqu'on est avant tout sur une logique court-termiste qui, encore une fois, est tout à fait incapable, dans l'incapacité de répondre aux enjeux stratégiques soumis à la commune. Et je vous donnerai un dernier exemple en ce qui concerne l'intégration du Chesnay dans la structure intercommunale, à savoir Versailles Grand Parc. À notre sens, les conditions d'intégration ne sont absolument pas cohérentes, ont été insuffisamment préparées, et là encore ne répondent en rien à la nécessité d'anticiper, de penser cette intégration dans un tout beaucoup plus cohérent, et encore une fois dans une question, un projet de ville cohérent rapporté à un horizon des 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Philippe Brio, connaissez-vous Nicolas Bronard, le candidat du Parti Socialiste ? Oui, je le connais, je l'ai vu pendant les dernières législatives, j'ai trouvé que c'est un garçon sympathique. Moi, j'aime bien ce garçon, la seule chose, c'est quand je l'entends parler, là, tel que vous venez de me le faire entendre, j'ai l'impression qu'il a pris la méthode du président de la République aujourd'hui. Donc, quand on voit les résultats, j'ai tendance à lui répondre que, effectivement, si c'est la politique dont le reflet est son grand maître François Hollande, j'ai tendance à lui dire que, écoutez, les Chénésiens vont bien réfléchir. Nicolas Bronard parle d'un problème de démocratie locale et de consultation de votre part. Vous répondez quoi à cela ? Écoutez, moi j'aurais tendance à dire que quand vous regardez tous les comptes rendus de conseils municipaux avec les résultats des délibérations, j'ai vraiment l'impression que tout le monde peut s'exprimer, que beaucoup de délibérations de l'opposition ont même un avis favorable. Je prends le dernier conseil, je crois que les 3/4 étaient favorables. Donc s'ils sont favorables et qu'ils ont voté pour, c'est qu'obligatoirement il y a de la concertation dans les commissions et ailleurs. Il pointe également le problème des logements sociaux. Alors dans votre ville, il y a 12,5% de logements sociaux. La loi prévoit 20, bientôt 25. Vous payez des amendes. Pourquoi Alors, c'est pas des amendes, c'est-à-dire qu'on verse une somme pour non-réalisation dans l'année, on la met dans une tirelire et on peut piocher pendant quelques temps pour faire du social avec. C'est ce que nous faisons. En fait, le gros problème du Chesnay, je vais vous expliquer, c'est que du temps de la création de Parly 2, il y a eu beaucoup de logements sociaux qui ont été faits sur des logements intermédiaires. C'était fait surtout pour les cadres et ce qu'on appelle le PLI. Et donc, l'intermédiaire est sorti du contingent du logement social. Donc le Chesnay ayant beaucoup de PLI, on était vraiment à jour et on a chuté complètement de 3/4. Donc il a fallu reconstituer nos logements sociaux, ce que nous faisons en essayant de diversifier un peu dans toute la ville. Mais même le logement social, je vais vous dire, là aujourd'hui j'ai vu 3 courriers de gens qui refusaient les logements sociaux parce que même à 10 € le mètre carré, quand vous avez 80 mètres carrés, ça fait 800 €. Si vous avez le chauffage à votre charge, eh bien avec 1200 €, on ne peut pas. Donc aujourd'hui, ce n'est pas uniquement le logement social. Moi, je dirais que c'est l'accès au logement qu'il faut voir. Ok, très bien. On se détend un petit peu avec une pause musicale. C'est tendu ? Oui, non, vous n'êtes pas, Ah bon pas tendu. Une musique que vous avez choisie, monsieur le maire, L'envie de Johnny Hallyday. On écoute. Deuxième et dernier thème de cette hebdo politique, la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc que la ville du Chesnay va intégrer le 1er janvier prochain depuis la réforme territoriale des collectivités locales de 2010. Toutes les communes sont obligées d'adhérer à une intercommunalité. Alors vous, monsieur le maire et le Chesnay, vous avez choisi d'attendre le dernier moment pour intégrer celle de Versailles Grand Parc. Pourquoi attendre ce dernier moment ? Alors, hier, j'ai titré mon édito sur l'intercommunalité « L'interco, le mariage pour tous ». Ça veut dire qu'en fait, effectivement, on est obligé de tous se marier ensemble. Donc, quand on se marie, il faut au moins qu'il y ait des choses qui soient bonnes, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc, une bonne interco, c'est ce qui rapporte à tout le monde. Qu'est-ce que ça va rapporter aux Chénésiens ? Voilà dans quel esprit, effectivement, nous allons rentrer pour dire que les 3 vraies compétences, que ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est que nous faisons tous les métiers dans une mairie et qu'on va transférer un certain nombre de métiers à l'intercommunalité des 18 communes. Si on transférait toutes les compétences, eh bien, il n'y aurait plus de villes. Il faut garder des villes,
Parce que la proximité, c'est l'habitant qui va parler à ses élus locaux. Dans l'interco, quand vous aurez un problème avec votre poubelle, vous allez téléphoner un numéro, vous allez demander le poste 21.3, le bureau numéro 2805, il y a une dépersonnalisation. Le but, vous l'avez dit, c'est de rassembler des compétences, mais c'est aussi pour faire des économies. Ça, c'est positif pour l'habitant de tous les jours. Aucune intercommunalité n'a fait des économies. Donc, aucune en France, on le constate. Vous êtes sûr que... Ah mais non, mais c'est la Chambre régionale des comptes le constate aussi. Donc, où il y a des vraies substitutions et des économies d'échelle, et c'est bon. Moi, je crois que l'interco, c'est l'économie, le logement, et puis le transport. C'est ça l'important, parce qu'il faut raisonner sur un grand territoire. Et moi, j'aurais tendance à dire que Versailles-Grand-Parc, il faudrait que ce soit avec la ville nouvelle, même de Saint-Quentin. Bon, je vois plein de gens de la ville nouvelle qui viennent sur le Chêne à l'hôpital, des gens du Chênay qui vont travailler sur la ville nouvelle. Donc, il faut un vrai territoire. L'économie, transport, logement. Et puis ensuite, il y a des compétences qui restent plus locales, sur le scolaire, l'éclairage, tout ça. Il faut qu'il y ait du local. Donc, en fait, il faut qu'on ait une réforme sur les collectivités territoriales, communes, interco, départements, régions. Il y en a 4, il y en a une de trop. Il faut revoir l'ensemble. Laquelle il faut supprimer selon vous? Je pense qu'il faut... Alors, je pense que le département, parce que je suis conseiller général, fait 70% de social. Peut-être que le social, il faudrait le répartir sur les intercos. Et l'économie, les routes ou autres du département, faut réfléchir avec la région. Voilà. Donc moi je pense qu'aujourd'hui on est sur une couche de plus. Il faut surtout pas supprimer les communes. Et l'interco en province et en Île-de-France, c'est pas la même chose. Donc je pense qu'il va falloir légiférer sur ces lois. Mais nous allons y rentrer avec la volonté de pouvoir travailler avec tout le monde dans la bonne humeur, mais pas en dépensant n'importe quoi. Quand la taxe d'ordures ménagères est 40 ou 50% plus cher sur Versailles-Grand-Parc au Chênay, alors que ça se passe bien au Chênay, c'est pas normal. D'ailleurs, c'était ma question. Est-ce que vous avez peur qu'il y ait un alourdissement de la fiscalité pour votre ville? C'est pas on a peur, c'est réel. Donc, on va avoir une augmentation de la taxe d'ordures ménagères et pour les entreprises, de l'ancienne taxe professionnelle, qui est la contribution foncière pour les entreprises, la CFE, qui va passer de 12 et quelques à 14. Donc je veux dire, c'est une réalité. Ça veut dire qu'on harmonise au taux de VGP. Moi j'ai dit, attendez, il faut que VGP Versailles-Grand-Parc, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Versailles-Grand-Parc, pourquoi ne pas atteindre des valeurs que des communes ont plus bas si elles font bien leur boulot? Alors comment vous allez faire justement pour ne pas harmoniser vers le haut? D'abord, on n'a pas le choix, il va falloir rentrer. Et puis après, il va falloir dialoguer, parler, écouter, et puis travailler. Parce qu'on va voir, alors c'est là un petit peu tout l'artifice. Au 1er janvier, on a un interco, et on a les élections 3 mois après, en mois de mars. Donc on a 3 mois où on va rentrer et qu'est-ce qu'on va faire? Donc en fait, la vraie interco, elle va commencer en avril 2014. Il va y avoir des nouveaux élus, il va falloir se connaître, il va falloir définir un vrai projet. Moi, je suis très confiant sur un vrai projet. François de Mazières et moi, est-ce que nous serons réélus ou pas? Si nous sommes réélus, nous avons travaillé ensemble jusqu'à présent de façon tout à fait satisfaisante. On travaille ensemble sur l'hôpital, on est président chaque année l'un et l'autre. Ça se passe très bien. S'il y a de l'intelligence, il y aura du résultat. Est-ce que justement, vous parliez de François de Mézières, est-ce que votre peur, c'est la ville de Versailles aussi qui sera forcément la plus importante de la communauté d'agglo, 87 000 habitants, soit 36% de la population totale. Est-ce que vous ferez le poids le jour où vous n'êtes pas d'accord avec lui pour lui dire non? Vous avez vu mon gabarit par rapport à de Mazières. Je pense que je suis plus du poids politique, évidemment. Non, mais, je crois que c'est pas tellement le poids de la commune, c'est en fait la volonté d'un maire d'une ville majoritaire pour savoir s'il utilise l'interco au profit de sa commune ou s'il met sa ville au profit des autres communes. C'est tout l'art de l'interco. Où nous sommes, je dirais, des satellites, les vassaux, ou nous sommes tout simplement partenaires. Et c'est comme ça que je vois les choses de façon positive. Mais est-ce que le problème de la ville du Chênay, finalement, ce n'est pas d'intégrer trop tard Versailles-Grand-Parc, c'est-à-dire de prendre le dernier train, et forcément, quand on prend le dernier train, on n'est pas assis, on est mal assis, il fait chaud, et on est tous serrés. Non, petite comparaison avec les transports. Non, mais vous avez raison. Alors moi, dans ces cas-là, je vise le milieu de la banquette, je m'assois, et puis je fais un coup à droite, un coup à gauche. C'est mal poli, ça. Comment? Non, c'est pour intégrer, pour bien intégrer, pour voir comment les gens vous accueillent. Donc, tout simplement, non, qu'est-ce qu'on a fait? Des ordures ménagères, des choses. Non, aujourd'hui, il n'y a pas de retard et on a vraiment la possibilité de construire quelque chose. Je rappelle que François de Mazières a été élu en 2008. Il termine un mandat de 5 ans. Il a appris les choses. Donc, il est vraiment, lui, dans les prémices de l'interco. Et on n'est pas si vieux que ça. Et ça va bien se passer. Voilà, justement, un petit peu de positivité. Est-ce qu'il y a quand même des avantages à cette communauté d'agglo? Selon vous, quand même? Est-ce qu'il y a des avantages? Écoutez, je vais les découvrir l'année prochaine. D'accord, très bien.
L'hebdo politique, ces mots qui agitent l'actu. Et comme chaque semaine avant de se quitter, on s'intéresse dans l'hebdo politique à ces mots qui agitent l'actualité. On les retrouve partout, dans la presse, à la télé, à la radio. Et pour mieux les comprendre, nous les décryptons avec Jean-Pierre Duclos, l'un des auteurs de l'abécédaire de la citoyenneté. Cette semaine, il s'agit de la droite décomplexée. Ah, écoutez, ça c'est une expression qu'on entend maintenant beaucoup. Elle est, je crois, si je ne me trompe, l'apanage surtout des dirigeants de l'UMP, en tout cas d'une partie des dirigeants de l'UMP, un petit peu à l'initiative de Jean-François Copé et de ce qu'on a appelé également la droite forte, dont de Guillaume Pelletier et de quelques autres. Bon, c'est quoi la droite décomplexée telle que eux l'entendent? C'est une droite qui n'a pas peur d'employer des mots et de traiter des thèmes qui jusqu'à présent sont des thèmes que l'on disait un peu réservés en traitement, en tout cas de la manière dont c'était fait, plutôt par le Front National ou globalement des gens situés, que l'on situe, en tout cas sur l'échiquier politique, un peu à droite, tout ça ayant parfois d'ailleurs un peu de difficulté à se figer vraisemblablement. La droite décomplexée, c'est plus une attitude politique ni qu'une formation politique, ni qu'un positionnement politique. On pourrait dire pareil de la gauche décomplexée. Monsieur Mélenchon a une gauche décomplexée, c'est-à-dire qu'il a une gauche qu'il exprime, même fortement. Voilà, mais pourquoi pas? On pourrait dire de lui c'est la gauche décomplexée, comme de Copé c'est la droite décomplexée. Je crois qu'il faut se méfier. C'est un point de vue très personnel, mais je crois qu'il faut se méfier de ces mots qui ont plus vocation. Nous revenons sur un thème qu'on a pu aborder à un autre moment, qui est le terme du populisme. La droite décomplexée, c'est un peu celle qui se veut pouvoir employer des mots qui ne font pas déplaisir au peuple de droite. Voilà. Si tant est d'ailleurs qu'il y a un peuple de droite et un peuple de gauche, même si c'est vrai qu'il y a des grandes tendances. Mais la vérité, c'est qu'on a tous en nous un peu de droite, un peu de gauche, un peu de tout. Alors, Philippe Brio, c'est très à la mode ça en ce moment, ces termes différents pour désigner des courants au sein d'un même parti. Vous en pensez quoi personnellement? Est-ce que c'est important de marquer sa différence ou est-ce qu'il faut jouer l'unité? D'ailleurs, vous-même, vous aviez créé votre mouvement Evelyne Renouveau. Oui. Alors d'abord, moi je ne suis pas une droite décomplexée puisque j'ai jamais été complexé, dans le sens où j'ai toujours dit ce que tout le monde dit. Et quand je l'ai dit, je me suis fait exclure pendant 7 ans de l'UMP. Donc maintenant on dit que je représente la droite forte. Qu'est-ce que la droite forte? C'est tout simplement dire ce que tout le monde dit. Donc dire les choses normales deviennent être fort. Ça montre quand même la faiblesse de notre pays. Donc aujourd'hui, ce monsieur disait effectivement, chez tout le monde, il y a un peu de droite et un peu de gauche. Moi, comme je dis, vous voyez ma veste, à gauche j'ai le cœur et à droite j'ai le portefeuille. Mais j'ai la même veste. Donc je veux dire, moi je fais du social avec du capital. La gauche peut peut-être faire effectivement du social en consommant le capital. Peu importe tout ça. Moi je pense qu'il faut se méfier beaucoup des dogmes. Tout à l'heure, la gauche, est-ce qu'on ne confond pas la gauche, le socialisme? En fait, la gauche, elle n'est pas plus lisible que la droite. Et les Français actuellement sont dans une recherche d'hommes et de femmes qui vont faire ce qu'ils attendent sur des sujets qui réunissent les gens. Moi, je crois qu'on est capable de se réunir sur le logement, sur le travail, sur la famille. Et la différence entre la gauche et la droite aujourd'hui, c'est plutôt la différence entre le socialisme et certains dogmes, avec les changements de la famille, les changements des valeurs. Donc pour moi, homme de droite, je suis pour le maintien d'un certain nombre de valeurs auxquelles je crois. Et beaucoup de gens de gauche partagent aussi peut-être certaines de ces valeurs. Pour revenir sur cette droite décomplexée, Jean-François Copé qui parle de remise en cause du droit du sol, François Fillon qui ne déconseille pas forcément à ses amis de voter Front National au second tour des municipales. Est-ce que c'est pas cette droite-là, cette droite décomplexée qui fait le jeu du Front National aujourd'hui et qui fait que les idées se banalisent? Moi, je pense que c'est plutôt les propos, les gens qui représentent, qui sont peut-être un peu loin d'un langage simple qu'attendent tout le monde. Et pourquoi le Front National plaît, pourquoi Marine Le Pen plaît, c'est que tout simplement, elle dit des choses que beaucoup de gens disent au comptoir du café, du commerce, dans les halls d'immeubles, quelles que soient les personnes. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut revenir tout simplement au bon sens. L'énarchie, le dogme et tout, les gens n'en veulent plus. Voilà, il y a des paysans qui veulent travailler, il y a des gens qui veulent avoir de quoi vivre, il y a des gens qui veulent se loger. Et bien, je pense qu'un certain nombre de Français vont se retrouver sur ces thèmes, quelle que soit leur appartenance politique d'hier. Et donc vous, est-ce que, comme François Fillon, vous pourriez appeler à voter Front National pour un second tour si, face au PS, vous considérez qu'il est moins sectaire?
Mais non, moi je crois qu'il faut regarder les personnes. Je veux dire, il y a plein de gens qui ont voté Front National qui sont peut-être les gens qui sont en face de moi ou à côté de moi. Donc moi je ne vais pas stigmatiser ceux qui ont voté Front National. Il y a le Front National et sa présidente, il y a des candidats, on l'a vu avec il n'y a pas longtemps. Donc moi j'aurais tendance à dire que pour l'instant le débat il n'est pas là. Le débat il est qu'est-ce que les gens attendent, qu'on ressent ce qu'il y a et puis qu'on leur fasse. Et je crois que le renouvellement de la classe politique, ça va être au municipal. Ça va être au municipal qu'on va voir arriver une nouvelle classe politique et c'est avec ces gens-là qu'il va falloir recomposer la France. Et vous parlez de renouvellement, est-ce que vous comptez passer la main bientôt ou... Oui, écoutez, mon vrai challenge, ça va être de présenter une équipe rajeunie et qui va assurer la transition. Dans tout ce que j'ai fait, j'ai toujours su passer la main au bon moment. Je pense que les années qui viennent vont me permettre de le faire. J'ai pas de dauphin, il y aura une nouvelle équipe avec des quadras, des très jeunes aussi. C'est à eux qu'appartienne l'avenir, avec les seniors aussi, parce qu'il faudra qu'ils composent ensemble. Merci Philippe Briot. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. L'hebdo politique, c'est fini pour cette semaine. Merci Philippe Briot. Merci à vous, merci à Radio Sensation de cet accueil. Quant à vous, chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine sur Sensation Yvelines à 18h. Bonne fin de week-end et bonne semaine à tous. L'hebdo politique sur Sensation.